Déjà, je ne sais pas très bien qui je suis. Est-ce qu'on n'est pas toujours qui on est? Le parcours de chacun doit énormément au hasard. Déjà, j'espère que je suis qu'un embryon de moi-même et de ce que je peux encore penser. Mon pays, c'est la terre, quoi. Je me sens partout chez moi. Mes racines, c'est partout. C'est connaître du monde. Ayant moins peur de moi, j'ai moins peur des autres. Ne laisse jamais personne te briser les ailes. Rester jusqu'au bout, c'est aussi dénoncer. Une sorte de révélation, puis de désillusion. Il pensait, lui, s'adresser à moi d'une façon discriminante. Les mots que j'aime et les mots que je n'aime pas. Je veux pas entendre, je me barre, je suis pas d'accord. Ouais, ça me fait vraiment peur. Il y a la révolte et la colère. les choses nous dépassent. L'amour m'a toujours sauvé. C'était en moi depuis le début, quoi. Je crois qu'il a nourri mon âme et mon cœur. Tout est construction. On se tourne vers le passé. Je regrette rien. L'amour, ça existe et c'est grandiose. Tellement beau. Je vis mes rêves. Et à partir de là, c'est de faire de sa vie de la littérature. Mon histoire, elle est écrite. On se nourrit avec des livres. C'est ça qui m'a un peu réveillé, c'est être à l'écoute des enfants. J'ai toujours su que je voulais travailler avec des enfants. Oui, moi je crois beaucoup au destin. Mon gosse, c'est le vide. Jamais laisser place à la banalité. Comment pouvons-nous échapper à ça? Moi, je crois qu'on peut tous réussir à faire beaucoup de choses. Ce sentiment de bouillonnement, de vibration, je l'ai vécu et expérimenté grâce au collectif. Je me suis retrouvé. Et essayons de faire de ça un espace de liberté. J'ai perdu le fil. Il n'y a pas vraiment de fin. Moi qui vous parle. J'ai rêvé pendant l'enfance, j'ai eu la chance de rêver, quoi. Et donc, je m'imaginais à mon monde. Je m'imaginais, je me racontais des histoires. Je me suis raconté des histoires tout le temps. Alors peut-être c'était pour me défendre d'un environnement qui était très cadré. Un bourgeois, classique, et que j'étais... Ça, je le relis après, je dis ça après. Mais peut-être que c'est tout simplement parce que j'étais comme ça, un peu rêveur, et on disait que j'étais dans la lune toujours. Toujours. Je faisais plein de bêtises, de fêtes. J'oubliais les choses, je m'étais... Chaque fois, j'étais celui qui était dans la lune. Donc, ça, je crois que c'est quelque chose qui... Je rêve toujours. On était deux copains, on était trois. On disait, on avait inventé un monde et on s'était juré en quelque sorte de n'être pas soluble. Déjà, je ne sais pas très bien qui je suis et je ne sais pas ce que je deviens. Et donc, quand je me pose cette question, je me dis d'où ça vient, ce que je suis, moi. Et c'est du bric-à-brac, c'est des rencontres principalement. Un bric-à-brac qui vient, bien sûr, de tout mon entourage, l'environnement, etc., les conditionnements, mais aussi du hasard, je crois. Le hasard de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et quand
quand je pense à ça, quand je me suis posé cette question, je me suis dit d'où ça vient cette est-ce que je sais pas d'où ça vient le côté imaginaire, le côté la recherche de tout ça, je ne sais pas. Mais je dis que c'est dans l'enfance quand même. Dans les bric-à-brac, il y a la révolte et la colère. La nausée. J'avais la nausée. J'avais la nausée de ce monde injuste, d'un monde où les gens ne se comprenaient pas. Je rêvais d'un monde autre. La révolte, ça peut être une colère. Et la colère, elle va faire comme un orage. Mais elle donnera pas forcément des fruits, quoi. Et donc peut-être que c'était un choix aussi, peut-être. Ouais, laisser une place à la révolte, c'est laisser une place à ce qui nous aiguille, quoi. C'est sûrement par le langage. Il y a mille et une manières, mais elles passent toutes par le langage, par les mots, et par leur rencontre avec les autres. Elles passent toutes par la rencontre. C'est possible de faire un cheminement, de faire un travail, parce qu'il y a quelqu'un qui écoute, parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui peut tout entendre. C'était un petit clinamen, un petit biais. À chaque fois, j'ai pas choisi exactement ce qu'on attendait de moi, et donc j'ai choisi les sciences naturelles. Et en fait, ça a été magique, parce que en fait, les sciences naturelles, c'est la complexité du monde, c'est l'immensité du monde, c'est la petitesse, notre petitesse à nous, quoi. On est tout petit, on n'est rien. Et alors le côté scientifique, bien sûr, il déforme aussi. Il déforme. Mais il y a toujours en science quelque chose qui est important pour moi et que mes professeurs m'ont enseigné, c'est le fait que on doute, quoi. Il y a toujours le doute, c'est le doute qui fait avancer. Sinon, la science, c'est pas la vérité, c'est quelque chose qui est en train de se faire. J'ai choisi d'être professeur, et là, waouh, c'est la rencontre avec les jeunes. C'était, elle s'est faite doucement, d'abord dans un rapport vraiment classique, quoi, et ensuite plus du tout. Ils ont tellement d'énergie, ils ont tellement de possibilités, ils ont tellement de choses en eux que on peut travailler avec ça. C'est un matériau énorme. Les adolescents, pour moi, c'est le moment le plus riche qui soit, parce que c'est le moment où on se pose le plus de questions sur la vie. Ce que j'ai appris, c'était que savoir, ce n'était pas comprendre. On a beau savoir tout, on ne comprend pas forcément. On comprend rien. On peut ne rien comprendre. On peut savoir beaucoup de choses et rien comprendre. Et donc comprendre la relation humaine, par exemple, c'est infini. Pour un scientifique, il y avait quelque chose, quand même, qui était vraiment au-delà, qui était incompréhensible, pour moi au départ. C'est lié au langage, et puis c'est magique. Encore, alors pour moi, ça a été une immense porte, quoi. Parce que ça change la manière de regarder le monde, de regarder les êtres, de se regarder. Le regard peut plus être le même. C'est comme si on mettait une lumière dans une pièce sombre. On devrait tous
au moins, ça devrait faire partie de notre c'est pas un bagage, je sais pas le dire, je sais pas comment le dire, mais quelque chose à transmettre, à dire. Oui, c'est l'inconscient est là, ça existe, c'est pas des blagues, c'est pas un truc comme ça. Derrière toute chose, pour un humain, et je pense aussi pour les animaux domestiques souvent, il y a un sous-texte, il y a quelque chose qui est derrière. Il n'y a pas, les choses ne se réduisent pas au texte. Les mots sont des approximations. Les gestes sont des approximations, tout, des approximations. Je cherche à comprendre, c'est sûr. Le monde est une énigme, un mystère. Pour comprendre quelque chose, je pense évidemment à je pense à ce qui est injuste, à ce monde qui est en chaos. Et oui, on peut mieux comprendre, un peu mieux, c'est rien, mais c'est quand même beaucoup, un peu mieux comprendre des gestes qui sont a priori incompréhensibles, comme la violence, comme sa propre violence, la violence des autres, je me condamne pas à vouloir tout comprendre. Mais je voudrais comprendre pour mieux vivre. Je ne sais pas si l'humanité a perdu ce regard sur sa propre splendeur, quoi. Parce que quand je regarde les enfants, l'humanité ne l'a pas perdu. J'ai envie de dire le monde des adultes, une grande partie du monde des adultes l'a perdu, oui. Une grande partie du monde de chacun l'a perdu, oui. Il y a la musique, il y a l'art, il y a les tableaux, il y a tout ça. Sa vie. Il y a aussi comprendre qu'on ne peut pas comprendre. Et ça, pour moi, un tableau, une sculpture, c'est vraiment ça, quoi. Je m'en fiche de comprendre à ce moment-là. Parce que quel supplément de bonheur aurais-je alors que voir une œuvre, j'ai pas besoin de l'expliquer, j'ai pas besoin de la comprendre, elle est prise déjà d'emblée avec moi, elle me parle. Si elle me parle, elle me parle. Après, elle peut ne pas me parler un moment, puis me reparler, et puis voilà, mais donc une œuvre, et c'est pour ça le rapport aux sculptures quand moi j'en fais, c'est un truc que je ne comprends pas de moi-même. J'essaye justement de ne pas comprendre à ce moment-là, de laisser. Et c'est ça dont j'ai horreur, en fait aussi. Voilà, donc encore. Donc le fait que on peut pas circonscrire les choses, on peut pas les enfermer. Les figures que je fais, c'est pas du figuratif dans le sens où ça peut pas être figurer quelque chose. Je sais pas très bien ce que ça figure. Et puis ça peut figurer plein de choses différentes pour chacun. Et donc c'est comme un pas, voilà, une marche. C'est avancer.
sculpter, pour réaliser quelque chose, j'ai besoin d'abandonner. J'ai besoin d'abandonner toute chose. Tout jugement, bien sûr. Et puis, je tourne en rond dans l'atelier et je repars. Souvent, sans rien faire. Et après, je retourne en rond, puis je me balade et parfois ça me prend en me baladant, en faisant plein de choses, mais c'est ça que j'ai envie, et puis voilà. Donc l'abandon, il se commande pas. Voilà. En tout cas pour moi, cet abandon-là, par rapport à réaliser quelque chose. Une œuvre est finie quand je me reconnais. Je reconnais quelque chose. C'est là. Point. Le silence, c'est justement le temps entre une question et une réponse. Et c'est le temps sans mots à l'intérieur de soi, le silence à l'intérieur de soi. C'est le temps du rêve, des sens. Le silence, c'est... Pour moi, c'est noir. Je pense tout d'un coup à une couleur, c'est noir.
Il y a un poète persan qui s'appelle Ator, qui a écrit un très bel ouvrage qui s'appelle La conférence des oiseaux. C'est un ouvrage qui est l'histoire d'un voyage, d'une quête, d'une assemblée d'oiseaux, large assemblée d'oiseaux, qui se dit que il faut aller rejoindre une montagne et rejoindre un roi oiseau qui s'appelle le Simorgh. Et le conte persan, c'est un poème, mais c'est aussi un conte interprété, réécrit par Jean-Claude Carrière, qui s'est concentré sur les premières pages de ce livre d'Ator, où d'abord l'assemblée des oiseaux se réunit et tous ces oiseaux qui étaient extrêmement volontaires pour partir tous au bout du monde, entreprendre ce voyage extrêmement dangereux. Tout à coup, dans cette assemblée, chacun commence à mettre en avant les raisons qui, pour chacun, sont légitimes, pour d'autres sont perçues comme de la couardise, de l'abandon, de la mesquinerie, de toute forme de défaut humain. Et donc ils justifient le fait qu'ils ne vont pas partir. Donc avant même que le voyage débute, il y a cette assemblée qui parle, et chacun et beaucoup se refusent le voyage et trouvent mille et une raisons pour rester bien chez lui. Et puis malgré tout, il y a un certain nombre de courageux oiseaux qui partent et qui commencent le voyage. Et donc le texte parle du voyage de ces courageux oiseaux, de cet envol, et qui traversent, alors non pas des mondes, c'est des vallées. Moi j'aime l'idée de vallée. J'aime l'idée de vallée parce que dans les mondes, on a l'impression que les mondes peuvent être parallèles, alors qu'une vallée, c'est forcément le creux entre deux montagnes. Et donc une fois qu'on a franchi une certaine vallée, on remonte, ou on imagine que le vol d'oiseaux survole le mont à côté pour ensuite aller dans la vallée. Donc j'aime les mondes qui se relient et qui sont reliés par des sommets, in fine, des sommets de montagne, ils ne sont pas parallèles. Et donc cet envol d'oiseaux traverse un certain nombre de vallées. Et au fil des vallées, certains abandonnent. Et puis au bout après avoir franchi 7 vallées, donc là il n'y a pas 6 mondes parallèles, mais 7 vallées. Mais ça veut dire la même chose, la symbolique est la même. Ils arrivent en haut de la montagne. Ils sont 30 oiseaux qui arrivent en haut de la montagne. Et ils cherchent l'oiseau, le roi oiseau, le Simorgh, et ils ne le trouvent pas, ils ne comprennent pas. Et puis il y a comme une espèce de miroir recouvert d'un tissu qui est dressé sur ce haut de la montagne. Et ils enlèvent le tissu, et qu'est-ce qu'ils voient? C'est 30 oiseaux. Or, Simorgh, en persan, veut dire 30 oiseaux. Donc en fait, ceux qui ont réussi, les rois, c'est cette assemblée d'oiseaux qui a franchi toutes les étapes, toutes les vallées, tous les monts, et qui est arrivée ensemble, en communauté, à ce mont, et il n'y a pas un seul être en haut, mais ils font communauté. Pourquoi je raconte cette histoire? Je crois que dans ma vie, j'ai décidé que ensemble, en communauté, en tribu, nous serions plus forts.
j'ai créé les ingrédients d'une tribu. Et dans cette communauté d'hommes, de femmes, d'enfants, d'anciens, j'ai ouvert grand mes arbres et mes bras. J'ai embrassé les mondes de chacun, sans retenue, sans frontières, sans racisme, sans jugement, avec une curiosité pour ce qui était différent de moi, avec l'idée que la notion de famille était fondamentale. J'ai créé un vaisseau qui était amarré dans une ville. Mais j'aurais pu, pourquoi je dis vaisseau amarré? Parce que ce vaisseau, j'aurais pu, et j'ai eu la tentation à certains moments, j'aurais très bien pu le bouger, le transporter ailleurs. Non pas seul, mais en communauté, comme ces 30 oiseaux qui ont franchi les étapes et les vallées. J'ai grandi, je me suis amplifiée. J'attendais rien de ça, si ce n'est de voir les uns et les autres et la tribu et la communauté heureuse et chaque individu s'accomplir. Et j'attendais rien en retour, si ce n'est qu'à un moment donné, j'ai juste eu le désir de silence et de solitude. J'ai appris récemment à la danse de Sama, à tourner autour d'un axe. Mais en fait, moi, j'ai tourné avant, symboliquement, avant même d'intégrer ce Sama en moi, pour moi, dans une quête personnelle, de tourner autour de mon axe pour y mettre mon monde à moi, sans rejeter les autres mondes, mais pour mettre mon monde à moi. Mais en réalité, cette danse de derviche, cet axe-là, je suis l'axe, le pilier autour duquel cet envol d'oiseaux, ces 6 morts, ces 30 oiseaux, cette communauté élargie a tourné. Même une communauté parfois qui est restée, où certains sont restés 6 mois, où certains sont restés un exilé de passage qu'il fallait aider, et puis etc. etc. Et puis il y a ma tribu. Mais cette danse de Sama, je crois que je l'ai intégrée il y a bien longtemps. Quand j'ai commencé à danser, à apprendre le Sama, quand il y a eu cet impératif-là d'apprendre, c'était une idée que j'avais depuis 25 ans, donc je savais que je tournais déjà, moi, pilier, et que tout le monde tournait avec moi. Mais quand j'ai voulu être initiée réellement, quand il a été temps, c'était au moment où j'ai commencé à écrire mon 2e roman. Et là, j'ai mis en œuvre, parallèlement au début de cette écriture-là, j'ai mis en œuvre, j'ai organisé la possibilité d'être initiée, d'être en liberté avec mon corps, d'incarner réellement ce que je vivais depuis 25 ans, 30 ans, et de l'incarner moi réellement. Mais en réalité, et c'est là où j'ai peut-être un peu honte de le dire, mais dans la danse Sama, la robe, la jupe, elle symbolise l'univers, d'accord ? Et dans cette jupe, sous cette jupe, tu prends tout l'univers et ceux ou celles que tu as envie de prendre. Mais en réalité, je crois que ceux que j'avais envie de prendre sous ma jupe, c'était les mots. Je pense que, pour moi, les mots ont un pouvoir. Mon espace de liberté à moi, c'est d'utiliser les mots, l'imaginaire,
la liberté que les mots, les phrases, les textes me permet pour sortir de mon silence. Paradoxalement, j'ai besoin de silence pour sortir de mon silence. Je pense que le langage écrit pour moi et les mots, le dialogue que j'ai avec eux, les mots pour moi c'est comme un cortège d'amis, c'est une autre forme de communauté. Avec eux je peux franchir toutes les vallées, tous les monts. C'est comme une besace que tu prends mais pas une besace lourde. J'ai beaucoup de respect pour les mots parce que parfois je les dis à haute voix, ils ont une musique, ils ont une épaisseur, tu vois, ils ont une présence. Et c'est eux qui me permettent l'envol, en fait. Si je reviens au conte et au poème de Hathor, le roi oiseau est formé des 30. C'est-à-dire, imagine un instant qu'il y en ait un qui meurt, ou qu'il y en ait un qui s'envole ailleurs. Donc, le roi oiseau n'est plus. Et je crois le poète Hathor n'a pas réfléchi à ça, que chaque oiseau peut à un instant être aussi allé vers son propre envol et que peut-être plus fort de cette expérience-là, il peut revenir face au miroir et former une communauté qui, elle, parce que chaque individu s'est amplifié de son propre envol loin des autres, alors il revient dans la tribu et le temps de former l'image dans le miroir, qui se reflète dans le miroir, alors le roi en est d'autant plus souverain. Le poète Hathor n'a pas parlé de ça. Et je crois que les hommes, tous les groupes, toutes les communautés, tous les groupes politiques connaissent pas la fin de l'histoire en fait, ne savent pas comment, ne savent pas, ont peur de cet envol personnel, qui n'est pas un envol pour mieux asservir les 29 autres. C'est pas ça l'idée. C'est je m'envole parce que là je vais cette expérience de mon propre envol va me grandir, m'amplifier, donc je vais irradier. Et si j'irradie, alors j'irradie pour les autres aussi. La fin de l'histoire, on ne l'a pas racontée. Il faut l'inventer en fait.
pense que ça sert à rien de se prendre la tête. Pour moi, c'est je fais déjà ce que je veux quand j'en ai envie. Après, ça sera la simplicité. Pour moi, c'est la simplicité. Je vais faire mon train-train tout quotidien, quoi, me faire à manger, m'occuper de moi, prendre soin de moi, prendre du temps pour moi. Et puis aussi des activités qui font que je m'épanouis dans ma vie, que ce soit professionnelle ou personnelle. Ouais, vivre toujours simplement. Moi maintenant, il aime le sport. Alors aujourd'hui c'est compliqué parce que je sors d'une opération du genou, donc j'en fais plus, mais ça va revenir, c'est pour ça que j'ai fait cette opération. Donc ça sera du sport, du volley notamment, une passion que j'ai depuis entre 10 et 15 ans maintenant, que j'ai découvert ici dans notre Haute-Marne avec Chaumont, qui est aujourd'hui une des top teams en France. Ça serait une passion que j'ai depuis très peu de temps, depuis 1 ou 2 ans, qui est la pêche. Parce que c'est un rapprochement avec la nature. C'est le silence de la nature, mais en même temps le bruit de la nature avec l'eau, les arbres, le vent, les oiseaux. La pêche, c'est aussi des bons moments entre copains que j'apprécie énormément puisque je suis quelqu'un qui aime beaucoup voir du monde et qui aime bien voir ses amis. Et ça c'est aussi une de mes autres passions, c'est sortir et voir un maximum mes amis pour passer, parce que c'est pour moi avec eux que je passe mes meilleurs moments. Et que ça me laisse beaucoup d'anecdotes et beaucoup de souvenirs que j'aurai peut-être à raconter plus tard à mes enfants, à mes possibles petits-enfants aussi, je ne sais pas. Sinon, comme passion, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai de vraiment défini. Sinon, ce serait plus... j'aime bien savoir... j'aime bien comprendre les choses. C'est-à-dire, je vois un objet, j'aime bien savoir comment il est fabriqué. Je vois une manière de fonctionnement, j'aime bien savoir pourquoi cette manière-là et pas une autre. Je suis quelqu'un qui aime toujours savoir pourquoi c'est de telle manière et pas d'une autre, en fait. Et savoir vraiment pour comment c'est fait, pourquoi on a choisi telle matière. C'est ce qui m'a amené à faire mes études d'ingénieur en génie mécanique, puisque c'est la base de tout ce qui est fabrication des produits. Et aujourd'hui, à travailler en tant qu'ingénieur dans une usine près de Chaumont, dans le médical. J'aime bien comprendre le fonctionnement de la nature, de la vie humaine, du corps humain aussi. C'est quelque chose de très intéressant quand on s'y intéresse. Je pense qu'après des passions, on en a beaucoup, mais les principales, c'est celle-ci. Ça dépend des moments, je préfère quand même... je préfère être entre amis. Après, selon des fois mon humeur, selon mon envie, peut-être que des fois j'ai plus envie d'être seul pour me ressourcer, me retrouver. Et à ce moment-là, je peux prendre la décision d'y aller tout seul, ça ne me dérangera pas. Parce que j'ai plus souvent été heureux dans ma vie que triste déjà. Donc j'ai forcément plus de bons moments que de mauvais. Et puis après, ça serait... Mais je pense que si je devrais en trouver, ce serait déjà des moments en famille, des moments entre amis. Et puis simplement des moments où je me sentais bien, heureux, et où j'étais content d'être là à ce moment-là. Silence, vraiment silence sans un bruit. Déjà, il paraît qu'on devient fou. Il existe des salles qui créent justement ce silence et il est impossible de tenir plus d'1 heure, je crois, dans une salle comme ça, parce qu'on commence à entendre le bruit de son cœur, le bruit du sang qui coule dans les veines, etc. Et il paraît qu'on devient fou.
Donc, le vrai silence, je pense que ça me fait pas forcément peur, mais j'ai pas envie de devenir fou. Après, un silence comme aller à la pêche et entendre la nature, le bruit de la nature, c'est pas vraiment un silence, mais ça me fait pas peur. Et au contraire, c'est plutôt même rassurant et apaisant. C'est peut-être bateau et pas original, mais ça serait d'être seul. Seul dans un silence. Là, je suis sûr de péter un plomb. C'est une sorte de rêve que j'ai, c'est d'aller faire le tour du monde. Si je pourrais découvrir d'autres cultures, d'autres manières de penser, d'autres manières de faire, ben je le ferai. Et donc le tour du monde, c'est quelque chose que je fais direct. Peut-être avec des enfants, en très bas âge du coup. Peut-être pas, ça dépendra si j'ai trouvé la bonne partenaire, comme on dit. Après, professionnellement, je ne saurais pas dire, parce que aujourd'hui, je me plais dans ce que je fais. J'aimerais y rester. Mais il y en a toujours des fois des événements qui nous font partir ou qui nous découragent, oui, qui nous font changer tout simplement. Mais j'espère déjà toujours être moi, la personne que je suis. J'espère que j'aurai toujours mon entourage, que ce soit familial ou mes amis. Et j'espère tout simplement être heureux dans ma vie. J'ai pas de critères en fait. C'est beaucoup du feeling et du coup de cœur. Que ce soit physique, forcément dans un premier temps, je pense. Et après, un coup de cœur, on va dire moral, et de la personne en elle-même. Je saurais pas donner un exemple type, parce que je peux aussi bien l'avoir déjà rencontré comme la rencontrer dans 5, 10, peut-être que je l'aurai pas dans 5 ans, comme peut-être que je serai tout seul dans 5 ans, mais peut-être que je l'aurai déjà rencontré, peut-être que je saurai que c'est pour moi la bonne personne, peut-être que je serai pas la bonne pour elle, j'en sais rien. Une valeur, je pourrais pas dire qu'il y en a qu'une. Pour moi, il y en a des valeurs, j'en ai plein, mais en choisir une comme ça, je saurais pas vraiment dire. Mais simplement déjà être honnête, pardon. D'être genre, je sais pas si c'est pas vraiment une valeur, mais c'est plus un état d'esprit, mais c'est simplement d'être soi. Je pense que c'est ce qu'il faut dans la vie. Déjà, en sortie de crise sanitaire, je suis bien content d'avoir retrouvé une bonne partie de ma vie d'avant. Parce que c'est vrai que cette crise sanitaire, elle a mis un petit coup d'arrêt, je pense, quand même, dans la vie de tout le monde. Moi-même, j'ai plus forcément les mêmes habitudes. Par exemple, on se voit toujours, on se voit beaucoup. Mais avant la crise sanitaire, avec mes amis, c'était tous les week-ends. On se voyait, on faisait la fête. On se posait même pas la question de si on allait se voir ou pas. On savait qu'on allait se voir. Après, forcément, du coup, en 2 ans de crise sanitaire, on a changé, nous, déjà les premiers. On a évolué dans nos situations personnelles, professionnelles. Donc on n'a plus forcément les mêmes envies, les mêmes disponibilités. Mais on essaie déjà toujours de se voir. Et je pense que c'est le meilleur moyen pour contrer justement cette crise sanitaire. C'est de faire en sorte qu'elle soit pas là. Après, forcément, elle est là, elle existe. Il faut quand même en prendre compte. Comme tout ce qui est guerre, etc.
Moi, personnellement, pour le moment, ça ne m'atteint pas vraiment directement. Je suis quand même concerné, on est tous concernés, puisque c'est l'avenir du monde, de la planète, notamment tout ce qui est déforestation, crise climatique. Tout ce qui est guerre, heureusement, je ne les ai pas connus. Et je ne souhaite jamais en connaître. C'est pour moi quelque chose de triste. Tout ce que j'ai entendu de la guerre, c'est de la tristesse, c'est de la peur, ça donne. Ben non, on n'a pas envie de la connaître en fait. Plus je peux m'en éloigner, moins je pourrais la connaître. Je pense que mieux je me porterai. J'y vais. Avec la boule au ventre peut-être. Mais j'y vais pour défendre mon pays, pour défendre les valeurs qui m'ont inculquées, pour défendre ma vie, faite tout simplement. Pour défendre... Ouais, je suis assez patriote en fait. Donc j'y vais, je pense que j'hésite pas vraiment. Après ça n'exclut pas que j'aurai sûrement peur de mourir, parce que j'ai pas envie de mourir, surtout là à 24 ans, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir. Mais j'y vais. Je pense que si je suis apte, j'y vais. Déjà la neige en hiver, c'est quelque chose que j'ai connu quand j'étais petit et qui était cool parce que déjà on n'allait pas à l'école, on essayait de louper le bus et du coup c'était des journées de luge entre copains et c'était de super bons moments, surtout que c'est quelque chose d'éphémère et qui est là quelques semaines au maximum dans l'année. Enfin ça c'était à l'époque, hein. Maintenant, maintenant il neige presque plus quoi. Si on arrive à avoir 5 ou 10 cm en cumulé sur tout l'hiver, c'est déjà extraordinaire. Après je le vois surtout de plus en plus sur les dernières années où il fait extrêmement chaud, où les périodes de chaud sont beaucoup plus longues et où surtout on commence à avoir des 25 au mois de décembre. Ça fait peur. Enfin, moi j'ai fait Noël cette année, il faisait pas froid quoi. Alors on voit tous dans les films, Noël c'est la neige, c'est le froid. Je pense qu'il va falloir qu'on commence à le faire sous les oliviers et les palmiers. Et ça c'est quelque chose que je trouve quand même assez choquant quand on y repense. Ça me fait penser aussi à cet été justement, le coup où on a voulu aller pêcher justement les truites à la main et qu'en fait il y avait même plus un trou d'eau en fait. C'était vraiment à sec. On a fait 2 km comme si je marchais sur un chemin blanc. Et là ça m'a mis un petit coup quand même, un petit coup de froid en me disant le monde change. Alors en bien, en mal, est-ce que c'est simplement un cycle ? Et que après ça va revenir comme avant. Bon, je serai pas là pour le voir, je pense. C'est même sûr. Mais pour le coup, c'est assez choquant. Après, à voir si c'est naturel, si c'est normal ou si c'est vraiment une des conséquences de la vie. Enfin, de la vie de l'homme plutôt.
J'ai l'impression de ne m'être jamais ennuyée en tant que telle. C'est quelque chose que j'entends beaucoup dans la bouche des enfants que je peux rencontrer aujourd'hui, qui sont des enfants d'amis ou de la famille. Souvent, je les entends dire « je m'ennuie ». Ils viennent voir leurs parents « maman, je m'ennuie », comme si c'était aux adultes de trouver une occupation aux enfants, alors que moi... je me rappelle m'être retrouvée toute seule chez ma grand-mère dans le cerisier, imaginer que j'étais dans un vaisseau spatial et jouer pendant des heures, quoi. Enfin, j'ai vraiment pas l'impression de m'être ennuyée, j'ai pas l'impression non plus d'avoir eu besoin de quelqu'un d'extérieur pour m'amuser en tant qu'enfant, quoi. Souvent, le bonheur, moi, je l'ai trouvé en tant que personne dans le sport. C'est-à-dire que ces gens avec qui j'ai créé du lien, que je considère aujourd'hui comme ma famille, ces voisins avec qui j'ai créé du lien, que on appelle d'ailleurs entre nous, on appelle ça le 85, parce que c'était le numéro de la rue dans laquelle on habitait. Donc avec ces gens du 85, on a toujours fait beaucoup de sport, c'était tout des familles sportives, donc les papas couraient des marathons, des semi-marathons, nous, il y en a qui étaient inscrits à des clubs de sport, d'autres pas, et on se retrouvait toujours dans la cour en fait, en bas de l'immeuble, pour jouer tous ensemble. Après, il y a certains d'entre nous qui se sont retrouvés dans les mêmes classes, parce que notre immeuble il était juste à côté de l'école primaire et maternelle. On a vraiment grandi tous ensemble, et je pense que ça m'a donné le goût au sport que j'ai encore aujourd'hui, et qui fait aussi partie de la personne que je suis aujourd'hui, et qui est quelque chose d'important pour moi. Je me suis souvent identifiée, non, mais j'ai toujours adoré les super-héros. Et donc cette sensation-là, je la caractériserais comme effectivement avoir l'impression d'avoir un super pouvoir en fait. D'avoir réussi à accéder à quelque chose qui est réservé finalement à peu de gens. Et donc de devenir par cette sensation-là d'être finalement exceptionnel d'une certaine manière. Moi j'ai l'impression, en tout cas la sensation que c'est difficile de faire du sport, et c'est toujours difficile. Je veux dire qu'on soit sportif de très haut niveau ou débutant, c'est toujours difficile de faire du sport. Et pourtant, il y a un moment de plénitude où quand on a fait un sport qui était intense, on est vraiment vidé déjà on se vide la tête, on n'a plus rien en tête, on n'est plus capable de réfléchir, on a cette espèce de sensation de bonheur qui vient de nulle part, et on se sent mais vraiment comme si on avait des super pouvoirs, quoi, de se dire ce que je suis en train de vivre là, finalement il y a très peu de gens qui sont capables de le vivre, et d'avoir cet instant de satisfaction, quoi, de se dire que ce qui m'arrive, qui fait que je me sens bien, c'est grâce à moi, et moi une impression d'être seule au monde, mais d'une façon positive, quoi. C'est pas un abandon, c'est une sensation d'exister, quoi, de se dire là je suis vivant,
je suis vivante et c'est bien, je suis juste heureuse, j'ai pas d'explication rationnelle, c'est un moment de... C'est une sensation, quoi. J'ai toujours presque de la gêne par rapport à ce mot-là, parce que moi, en tant que personne, je me sens libre. C'est-à-dire que y a beaucoup de choses qui font que je me sens libre, c'est que j'ai un confort familial, j'ai un confort financier, j'ai un confort aussi, et c'est bête à dire, mais de par ma couleur de peau et la personne que je suis, voilà, quand on me croise dans la rue, j'ai la sensation d'être libre, et quand je parle avec des gens qui n'ont pas la même couleur de peau que moi, typiquement mon exemple de liberté pour moi, c'est que 99% du temps, je sors sans papier d'identité. Et ça m'a jamais fait de tort. Et j'ai des amis, des élèves, des personnes que j'ai pu rencontrer qui, eux, finalement, c'est la première chose qu'ils prennent quand ils sortent de chez eux. C'est-à-dire qu'ils pourraient presque sortir sans manteau en hiver, mais pas sans leur carte d'identité, quoi. Parce que, voilà, dès qu'on a une couleur de peau différente, à partir du moment où on n'est pas blanc, même si on peut aller plus loin, on va être contrôlé par la police, et si on n'a pas de papier d'identité, ça peut poser des problèmes. Moi, jamais un policier ne m'a arrêté pour contrôler mon identité. Parce que c'était un contrôle d'usage, etc. Donc j'ai beaucoup de mal, même en France, dans un pays où on est libre. Voilà, on peut aujourd'hui dire ce qu'on veut dans les médias, tout, n'importe quoi. On peut s'exprimer, tout le monde peut s'exprimer. Et au quotidien, la liberté, alors encore plus dans les grandes villes, je trouve qu'elle n'est pas égale, et ça me gêne beaucoup finalement de ne pas avoir vécu ça, de pas être considérée comme égale avec pourtant des gens qui sont nés en France comme moi, etc. Je pense vraiment au drapeau français. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment ce qui est le symbole pour moi, alors de mon identité bien sûr, et c'est peut-être comme ça que je me définis, malgré les connotations que le drapeau français peut avoir pris ces derniers temps. Je trouve qu'aujourd'hui, on met presque plus en avant nos racines que notre pays, j'ai envie de dire notre pays de naissance. Moi par exemple, mon père est français, j'ai envie de dire de souche, et ma mère, ses parents sont italiens. Et c'est quelque chose que je trouve très important pour moi, pour ma culture et pour mon identité et mon identification en tant que personne. Mais j'ai aussi cette volonté, cette envie que le fait d'être français, de s'identifier comme des Français ne soit pas une insulte à qui que ce soit, quoi. En tout cas, c'est comme ça que j'entends ce mot-là, et c'est comme ça que je le vis, ce côté identité de personne, en tout cas de ma personne, quoi. Le genre, ça a jamais été quelque chose que je considérais comme définissant mes relations sociales. C'est-à-dire que j'ai toujours tissé du lien avec, j'ai envie de dire, plus des personnalités que c'est une fille donc c'est ma copine, ou c'est un garçon, c'est mon copain. C'est des choses d'ailleurs auxquelles je suis vraiment pas sensible, moi, en tant que personne, et j'ai beaucoup de mal à considérer une fille parce que c'est une fille. J'entends beaucoup de choses sur la façon d'élever les enfants, etc. Et j'entends notamment des choses comme il faut pas genrer notre attitude envers les enfants, parce qu'en fait ça les prédispose à avoir des comportements particuliers. Typiquement, un exemple tout bête, on va tout le temps dire à une petite fille qu'elle est belle et à un petit garçon qu'il est fort,
Et donc la fille, en se construisant, elle va accorder beaucoup d'importance au regard des autres et ah bah il faut que j'ai mes cheveux plutôt comme ça, puis il faut pas que mes vêtements soient sales, etc. Alors que le petit garçon, eh ben, il va en avoir rien à faire parce que lui, on lui a dit qu'il était fort. En fonction des moments, je vais être célibataire toute seule chez moi. Il y a d'autres moments où je vais être en couple parce que les choses font qu'on ne vit pas forcément avec la personne qu'on apprécie, etc. Il y a des moments où je vais être plus justement le terme tribu, je le trouve vraiment adapté, c'est-à-dire avec des gens avec qui on peut tout partager, vraiment comme si on vivait ensemble, on peut vivre ensemble pendant un temps et puis pendant un autre être plutôt seul. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir qu'un modèle de vie auquel je m'attache. C'est vraiment, j'ai envie de dire, en fonction des opportunités quelque part, de ce qui se présente à moi. C'est pas quelque chose d'ancré et de figé finalement pour moi. Mes deux grands-pères, ça a toujours été des gens très bienveillants. Et donc si je regardais ma vie à 100 ans et je regardais en arrière, je pense que c'est vraiment ce que je voudrais retenir, c'est-à-dire de me dire « Ah, j'ai apporté du positif aux gens qui ont été dans ma vie. » Parce que mes grands-pères, ils avaient des aptitudes pratiques. Moi, j'adore fabriquer des choses, j'adore construire. Et donc, eux, mon grand-père paternel, il s'est mis à la menuiserie quand il a arrêté d'être agriculteur. Mon grand-père maternel, il était chaudronnier, donc pareil, c'était des personnes qui sont très douées de leurs mains, qui sont capables de faire des choses, que j'ai toujours admiré leur travail. Et ma grand-mère, c'est un peu sur ma grand-mère maternelle, c'est un peu sur le tard que j'ai appris finalement à apprécier ce qu'elle savait faire. En fait, c'est une cuisinière de talent. Et c'est ce que j'aime. J'aime beaucoup parler cuisine avec elle. On cuisine ensemble. Enfin, c'est-à-dire que ma grand-mère, finalement, pour moi, c'est un personnage qui est plus proche de moi en tant qu'adulte que mes grands-pères. Quand je pense à mes grands-pères, je me sens plus enfant avec eux. Plus jeune, je dirais que j'avais peur de proposer, peur d'essayer de mettre en place des choses, parce que si jamais on refusait, ça remettait un peu tout en cause, quoi. Moi, ma personne, les gens sont pas d'accord, adhèrent pas à ce que j'ai envie de faire, etc. Alors que maintenant, je prends plutôt la chose dans l'autre sens, c'est-à-dire que je me dis, en fait, si je dis pas aux gens ce que je pense, ce que j'ai envie de faire, etc., ils vont pas le deviner. Moi, dans ma façon de vivre ma vie, j'essaye à mon échelle de la vivre en tout cas sans regret. C'est-à-dire de prendre les devants en fait. J'aime croire au côté, finalement, il n'y a pas vraiment de fin. Vraiment, après la mort, typiquement, mes ancêtres, en tout cas ceux que j'ai côtoyés, ceux que j'ai connus, s'il y a un paradis, j'espère qu'ils y sont et qu'ils y vivent, parce que de mon point de vue, j'ai la sensation qu'ils le méritent. J'ai pas vraiment... Cette notion de paradis, elle est à la fois je sais pas comment dire, précise et vague en même temps, quoi. J'imagine juste, quand on me parle de paradis, et que du coup, là l'idée que j'ai en tête, c'est mes grands-pères et ma grand-mère qui me viennent tout de suite. Je sais même pas dans quel décor les mettre pour considérer que pour eux c'est le paradis. Mon grand-père maternel, je le verrais bien gamin, parce que bon, il nous parlait toujours de son enfance, etc. Et il faisait plein de choses, quoi. Il pêchait, enfin bref, pourtant il a grandi pendant la guerre. Mon grand-père paternel et ma grand-mère
ma grand-mère paternelle, par exemple, je sais même pas quelle forme prendrait le paradis pour eux. Parce que c'est des gens qui ont travaillé toute leur vie. Ma grand-mère, elle a travaillé, puis après elle est tombée malade, et puis elle est morte, quoi, pour faire simple. Mon grand-père, il a beaucoup travaillé, puis après donc il était agriculteur, et quand il a pris sa retraite, il a continué à faire de la menuiserie, à faire son jardin, il s'est jamais vraiment arrêté. Alors pour moi, ça reste quand même quelque chose de très flou. Du bonheur, beaucoup. C'est très variable, l'amour. Il y a l'amour qu'on peut partager avec une personne, son amoureux, son amoureuse, et puis il y a l'amour qu'on reçoit finalement des gens qui nous entourent. L'amour, pour moi, c'est étrange, parce que c'est quelque chose que je dirais quelques années en arrière, je l'aurais trouvé vide de sens, ce terme-là. Et aujourd'hui, je le trouve presque essentiel dans ma façon de considérer les autres. C'est-à-dire que pour moi, l'amour, ça m'a pas toujours beaucoup parlé. Et le fait d'avoir été amoureuse de quelqu'un, et de l'être encore, ça me donne une perception de ma vie finalement qui est différente. Ce terme-là, si je m'étais interrogée dessus quelques années en arrière, je me serais dit c'est un truc de série télé, oh là là, ils sont amoureux, etc. Et j'étais complètement étrangère à ça. Je voyais des gens qui se mettaient en couple, qui s'entendaient pas forcément bien. Enfin, j'ai beaucoup de mal à le ressentir tant que je l'avais pas vécu. Et donc le fait de le vivre aujourd'hui, c'est quelque chose qui a changé ma perception de beaucoup de choses, qui m'a aussi quelque part apaisée en tant que personne, de me dire ah bah ouais, en fait ça existe et on peut se sentir bien comme ça.